Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le mercato hivernal bien évidemment, la première des priorités, dégraisser. Est-ce que Leonardo va réussir à faire parler son talent invisible qui consiste pas, à faire rentrer de l'argent dans les caisses du club? Avant de commencer, je m'excuse auprès de la team Notif qui vont recevoir 2 fois la notification pour la même vidéo parce que j'ai upload cette vidéo une première fois et comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, le son s'est volatilisé à l'upload sur YouTube. C'est de ma faute aussi parce que voilà, j'ai pas regardé avant de poster et c'est seulement au bout de 7 minutes que je suis allé voir les commentaires où on me disait il y a pas de son, faut lire sur tes lèvres. Désolé les amis, c'est de ma faute, du coup je reprends et on se retrouve bien pour parler du possible, hypothétique, utopique je dirais même, décraissage du PSG cet hiver. Le journal L'Équipe nous a gratifié hier d'un article assez complet dans lequel il revenait un petit peu sur tous les cas de joueurs susceptibles de ne pas être retenus par le club en cas d'offre satisfaisante ou tout simplement poussés vers la sortie. Alors on va s'appuyer sur cet article et je vais vous donner mon avis. Il y en a qui vont être condamnés, comme le premier d'entre eux, et d'autres que je vais défendre, voilà, auquel je vais m'opposer au départ. Allez, on commence avec justement le premier d'entre eux, le plus grand des condamnés, Mauro Icardi. Alors, l'article, selon le journal L'Équipe, nous annonce que ce serait une surprise de voir le PSG repousser une offre satisfaisante cet hiver. Au sein du club, on sait très bien qu'au milieu des joueurs comme Messi, Di Maria, Mbappé, Neymar, qui dézonent beaucoup, qui ne sont absolument pas des vrais numéros 9, ou du moins des points fixes qui occupent toujours la même zone, et donc savent fixer une défense par leur position et leur occupation du terrain. Icardi, c'est le seul dans l'effectif qui est capable de le faire. Et bon, c'est quelque chose qui est quand même primaire dans chaque groupe de football, avoir un vrai numéro 9. De métier, bien évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Icardi n'est pas complètement placardisé, mis sur la liste des transferts, forcé à partir. On rappelle aussi qu'il y a un enjeu financier, parce qu'il a coûté 50 millions d'euros fixes. Les bonus, alors selon les sources, ils diffèrent. Il y a carrément une source en Italie qui nous expliquait il y a quelques mois que ça montait à 72 millions d'euros. C'est absolument exponentiel. Bon, dans tous les cas, peu importe les bonus, c'est un des plus gros flops, si ce n'est le plus gros. Je pense qu'on va se poser la question dans une future vidéo de l'RQSI. Attendez, 50 millions d'euros plus quelques bonus, un attaquant de classe mondiale, plus de 10 millions d'euros par an de salaire. Voilà, le mec est complètement millionnaire pour d'abord 3, 4 grand maximum, bon mois. Ensuite, des prestations catastrophiques, pitoyables, le confinement, des difficultés au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du corps. Alors ensuite, c'était une répétition de blessures, voilà, qui a marqué la première moitié de saison dernière pour Icardi. Et maintenant, c'est ces histoires de couple. Pour ceux qui me parlent d'institution et de Leonardo là, mais ne venez pas me parler de Leonardo, le roi qui met l'église au centre du village. Non, 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 non. Les gars, on a accordé des RTT, des congés à un mec pour raison tromperie. Le mec a trompé sa femme et il a été autorisé à quitter, ne pas assister à plus d'un entraînement en plus, hein. Plus d'un entraînement. En plus du fait que dans les médias, dans l'opinion publique, Leonardo là, il dit qu'il déteste les réseaux sociaux. Pourquoi il fait pas la leçon à Icardi? Parce que évidemment, dans les médias, Icardi nous fout la honte, tout simplement, avec ses histoires, avec sa femme. On n'en a rien à foutre, en fait. On n'en a rien à foutre. Et c'est venu rajouter un petit peu de toxicité, je ne sais pas si ça se dit, dans l'actualité parisienne. Bref, dans tous les cas, pour moi, Icardi, si on avait un autre neuf de métier, par exemple, on garde Kean cet été, le mec est avec la réserve. Le mec joue avec les U19. Voilà. Il est complètement placardisé. Et à chaque mercato, je fais tout pour le vendre. Il conserve une belle cote en Italie et je pense que c'est à juste titre parce que pour un club comme la Juventus, c'est pas utopique de se dire qu'il peut évidemment renaître de ses cendres en les rejoignant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la dimension de l'hygiène de vie et tout ça qui est entré en compte. On le savait depuis le début que sa famille était restée à Milan, enfin pas sa femme mais ses enfants. Et que du coup, ça allait être un petit peu compliqué, que le choix du PSG, il s'est fait un petit peu sur le tard. D'abord parce que le club, s'y est pris un peu tard, et puis parce que Icardi a privilégié l'Italie jusqu'au bout, jusqu'à ne plus avoir de solution, et venir en France. Bref, dans tous les cas, pour moi, Icardi, ça dégage. Terminé. Vraiment terminé. Et pour les histoires d'institution avec Leonardo, là, je pense que Icardi, en fait, il l'a bien enterré, en plus du fait que sur ce dossier, plein de sources ont dit que Leonardo avait embauché des intermédiaires qui ont très bien mangé, qui ont été arrosés pour faire le travail de Leonardo, à savoir rédiger des contrats, mener des négociations. Et du coup, Leonardo, on ne sait pas trop à quel moment il a exercé son métier de directeur sportif sur ce dossier, bien évidemment. Allez, on enchaîne avec,
justement aux antipodes Abdou Diallo qui est cité dans cet article de l'équipe. Alors, pour lui, il ne parle pas trop de cet hiver, plus un départ cet été. Pourquoi? D'abord parce que déjà ça enterre complètement un transfert cet hiver de manière objective et subjective. Il va à la CAN. Et ça coïncide, les dates de la CAN, avec celles du mercato hivernal, bien évidemment. Donc pour moi, cet hiver, c'est très compliqué, voire quasi impossible, d'imaginer un départ d'Abdou Diallo. Et aussi, je trouve que c'est un joueur qui est pas trop mal. J'aime aussi l'homme. Bien sûr, c'est une science exacte. Quand tu le fais pas jouer à son poste de prédilection, il ne te donne pas satisfaction. Il est le sujet à des critiques. C'était le cas d'Abdou Diallo en début de saison au poste de latéral gauche. Contre Bruges, il a joué à son poste de prédilection. Il a montré qu'il est capable, d'abord, d'apporter dans l'axe par ses interventions qui sont très propres, sa réactivité, sa vitesse aussi, sa propreté dans les 1 contre 1, et aussi à la relance. Il est capable de briser des lignes, trouver des joueurs entre ces fameuses lignes, que ce soit Messi, Verratti, aussi capable de faire des passes verticales en l'air, profondeur, Kylian Mbappé, ou horizontale, renversement, transversal pour Achraf Hakimi, comme on l'a vu. Beaucoup de précision dans son jeu au pied. Ça m'a un petit peu surpris. C'est vrai que je ne l'avais jamais vu avec autant de personnalité et autant d'influence dans les circuits de balles du PSG. Il les a bien fluidifiés. Et pour moi, il n'y a pas de secret. Tu le mets au poste de défenseur central, il t'aide, Abdou Diallo. Et je l'aime bien, comme j'apprécie l'homme, c'est quelqu'un qui fait pas de bruit, qui mène ses petits projets, qui fait toujours en sorte d'être là. Il n'a pas eu de chance parce qu'il a été opéré pendant le premier confinement. Juste avant cela, il avait un enchaînement de blessures et il s'est tapé le Covid plusieurs fois. Bref, dans tous les cas, pour moi, il ne faut pas s'en séparer, Abdou Diallo. Alors, il y en a un autre, alors lui, c'est Layvin Kurzawa. C'est le roi de la soupe est bonne, je reste au club sans aucune ambition, je fais pas comme Pablo Sarabia, moi j'en ai rien à foutre d'aller chercher du temps de jeu, je prends mes millions, je joue à NBA le soir en rentrant chez moi, je vais à l'entraînement tous les jours en Ferrari, je flex et terminé. Il a déclaré en privé en août, celui, donc Leonardo, qui m'a fait prolonger, partira avant moi. Persuadé, pas de problème, je remets pas ça en cause. Persuadé que Leonardo lui a menti pour le prolonger. Rappelons qu'on l'a quand même prolongé de 4 ans en 2020. C'était quand même assez ubuesque comme situation. Même si il a dû lui promettre monts et merveilles, à savoir un rôle dans la rotation, on sait tous, toute l'opinion publique le savait. Sur la place publique, c'était connu qu'on le prolongeait pour le revendre après, faire des millions sur lui et éviter de le faire partir libre. Alors, sa seconde partie de saison dernière, elle est cataclysmique. Je crois qu'il faut bien s'en rendre compte. C'est à montrer dans tous les cirques de France. Les pénaltys, déjà. Dans les 1 contre 1, la nullité totale. L'apport offensif, nul. Voilà. Négatif complètement. C'était le pire de nos latéraux. Et pourtant, pour le titre de pire latéral, il avait de la concurrence. Il avait Florenzi avec lui. Il avait Mitchell Baker. Et cette saison, il aurait eu Abdou Diallo qui n'a pas été très bon au poste de latéral gauche. Mais aujourd'hui, il est au placard, puisqu'il a joué 9 minutes avec le PSG en match officiel cette saison. Alors, mon Layvin, il a refusé le Lyon, il a refusé Galatasaray. Écoutez, on l'a prolongé, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Comme je le disais dans une dernière vidéo, les indésirables, c'est pas là-dessus qu'on doit tomber, critiquer le PSG en fait. Le fait d'avoir des indésirables, c'est une réalité qui préexiste à toute organisation salariale, toute entreprise en fait. Tous les clubs sont confrontés à cette réalité, et même toutes les entreprises. Parce que y a un code du travail qui fait que les mecs qui n'ont pas de niveau avec le temps, les mecs qui décrochent le contrat, il y a une science qui fait que y a certains mecs qui vont se relâcher. Et tu peux pas les virer parce qu'il y a un code du travail qui t'en empêche. Par contre, là où on peut tomber sur le club, c'est sur la gestion. Prolongation de Draxler, prolongation de Kurzawa par exemple. Bref, il doit dégager. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Visiblement, il est bien déterminé à rester. Je crois qu'on va se le coltiner pendant très longtemps. Le Layvin là, il est vraiment catégorique. Catégorique le Layvin. Il veut que Leonardo parte avant lui. Alors si on pouvait faire le petit package Pochettino-Leonardo dès janvier, ce serait nickel. Dans cette vidéo, on tire à balles réelles. Colin Dagba. Alors Colin Dagba, lui, il étudie le marché. Et d'ailleurs, il s'est attaché les services de Pini Zahavi en tant qu'agent pour, pourquoi pas, se trouver un club et passer le cap. Bon alors, il représente un petit peu le paradoxe avec les jeunes en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint, à juste titre, je ne remets pas ça en cause, de la mauvaise gestion du club par rapport aux jeunes. Pas de problème, on gère n'importe comment. On leur ment quand il s'agit de leur faire signer des contrats. Michu, c'est l'exemple parfait. Du coup, Xavi Simons, il hésite aujourd'hui, il sait pas trop quoi faire, il a plus confiance en le club, plus confiance en ce que Leonardo lui dit et lui promet. Mais de l'autre côté, il faut savoir être mesuré. C'est vrai que le U19 et le pro, c'est pas du tout le même joueur.
Il y a un monde entre les deux, il y a une classe d'écart, et parfois, il s'avère que nos jeunes ont manqué de caractère, ont manqué de personnalité. Évidemment, l'exemple parfait, devant, c'est Kais Ruiz. Derrière, c'est Kurzawa, pardon. Dagba, qui faisait que des passes vers l'arrière, très frêle physiquement en 1 contre 1, difficile de défendre, pas vraiment d'impact offensif, pas de qualité de vitesse par exemple qui pourrait combler un déficit de je ne sais quoi. Bon, positionnellement, pas une grande qualité de passe, pas une grande qualité de centre. Bref, pas grand chose à l'avantage de Colin Dagba. Aujourd'hui, s'il peut partir, pas de problème, mais attention quand même. Derrière Achraf Hakimi, il n'y a pas grand monde. Le latéral marocain, il enchaîne depuis le début de la saison. C'est d'ailleurs un des facteurs à faire rentrer en compte pour l'explication de ses mauvaises prestations depuis quelques mois. Oui, je les qualifie de mauvaises, je trouve qu'elles le sont. Et du coup, il y a un autre enjeu. Au-delà de Colin Dagba, pas pour ce mercato hivernal, mais par exemple, imaginons septembre 2022, notre mercato est plein, on n'a pas recruté à droite. Pour moi, il faudrait quand même recruter un latéral droit qui sait défendre pour avoir une diversité des profils à la disposition de l'entraîneur. Un Achraf Hakimi qui est très explosif, un vrai contre-attaquant qui arrive à prendre l'espace, et quelqu'un qui t'apporte un petit peu plus, de rigueur défensive, bien évidemment, au niveau du placement, dans les 1 contre 1, de l'intelligence de jeu, et tout ça pour créer des complémentarités. Évidemment, au niveau des profils, les complémentarités, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans la création, l'élaboration d'un groupe et d'un effectif. On enchaîne avec Eric Junior Dina Ebimbe. Alors lui, ses prestations cet été, elles étaient mauvaises, tout simplement. Son trophée des champions, il était nul. Il a été nul, mais il s'est bien repris. Alors visiblement, selon le journal L'Équipe, si on lui a donné du temps de jeu, à savoir contre Bordeaux et Nice dernièrement, 2 matchs dans lesquels il m'a satisfait. Je trouve que il a fait preuve de caractère. Il a été plutôt bon dans le placement, par exemple, dans le contre-pressing. Alors oui, c'est pas le plus créatif, oui, c'est pas le plus technique, mais il est clean. Il s'applique, il est très appliqué. Il arrive aussi à jouer en même temps que le bloc, en fait, s'intégrer tout simplement dans l'osmose, si on peut appeler ça une osmose collective au PSG, jouer sur la même hauteur que son milieu, grimper et tout ça, arriver dans les 30 derniers mètres. Ça, il sait le faire. Je trouve que c'est plutôt pas mal chez Dina Ebimbe. Maintenant, c'est pour un prêt. C'est pour un prêt qu'on lui a donné de la visibilité lors des derniers matchs. Ça, pareil. Je pense que c'est la solution parfaite. Au PSG, on doit passer par des prêts pour que nos jeunes s'aguerrissent. C'est le cas d'Arnaud Calimundo. Alors maintenant, il y a un autre paradoxe, encore une fois. Le PSG est un club rempli de paradoxes. Calimundo, à Lens, il s'éclate. Quand il va revenir, je pense que ça va être un attaquant de toute façon. Contre Lens samedi dernier, on l'a vu en fait, on l'a vu. Le meilleur numéro 9 de l'effectif du PSG, il était chez l'adversaire. C'est Calimundo, qui aujourd'hui est meilleur que Icardi, apporterait plus que Icardi, comme qui n'apporterait plus qu'Icardi, Moïse Kean qu'on regrette. Bisous à toi. Eh bien Calimundo, là il y a un autre paradoxe. Alors déjà que Leonardo, il est incapable de nous faire rentrer des sous dans les caisses. Rappelons quand même que lors des rumeurs de Pochettino, si United avait fait une offre pour racheter sa dernière année de contrat, ça aurait été la plus grosse vente de Leonardo. Pas compliqué, il n'en a pas fait beaucoup, voire 0. Et les rentrées d'argent aujourd'hui, les rentrées d'argent les plus conséquentes, ce sont celles des pourcentages à la revente que son prédécesseur Antero Henrique a mis dans ses ventes. Faut quand même le faire pour que l'ancien directeur sportif, encore plus Apero Henrique qui n'était pas le meilleur, pèse encore dans les comptes, soit celui qui rapporte le plus de millions dans les caisses chaque année. Bref, après tout ça est atténué, nuancé, on va pas se voiler la face, on va pas tomber sur Leonardo pour tomber sur Leonardo. Le PSG est un club qui aussi n'a pas besoin d'avoir un équilibre des caisses, puisque l'argent, hop, tu l'injectes quand tu veux. Les millions, t'en as pas besoin. Sinon, on aurait accepté évidemment 200 millions d'euros pour la dernière année de Kylian Mbappé en provenance du Real Madrid. Bref, il y a aussi autre chose pour Leonardo. C'est envoyer Calimundo en prêt la saison dernière. Payer pour le faire revenir chez nous, pour au final, 2 mois après, le renvoyer à Lens. Ah ça c'est masterclass, pépite de Leonardo, là c'est extraordinaire vraiment, pour gérer l'argent et tout ça, il est trop fort, notre directeur sportif Leonardo, je l'adore donc. S'il pouvait nous éviter ça avec Dina Ebimbe, ce serait cool. Bien sûr, pour lui, un prêt parfait. Si on pouvait le prêter cet hiver, parfait. Rafinha, alors Rafinha, tiens, je vais commencer par un petit message à ceux qui font un petit peu de révisionnisme. Tourelle qui remporte la Ligue des Champions 6 mois après. Oh là là, il fallait le garder parce qu'il a gagné la Ligue des Champions à Chelsea avec un effectif qu'il a pas construit, mais avec un effectif dont il a tiré le meilleur, où il a mis en place un collectif effectif qui évidemment n'est pas du tout le même que celui du PSG et collectif qu'il n'aurait jamais mis en place avec celui du PSG justement. Message assez révisionniste.
On vous entend un petit peu moins quand il s'agit de parler de Rafinha, qui était un choix, une volonté de Tourelle depuis longtemps, qui signe lors du dernier jour du mercato un petit peu dans la pagaille. Certes, il n'a pas coûté grand-chose, juste 1,5 million en bonus, sous la forme de bonus. Ses débuts, alors je suis désolé, mais vous allez pas me dire que ah ouais, c'est Pochettino qui l'a placardisé. Non, 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 non. Alors ses débuts, ils ont été surcotés par la communauté, parce que le mec a plus le niveau pour le très haut niveau, quoi. Et est-ce qu'il a déjà eu, au bout de 40-50 minutes, il était cramé, le mec. Incapable d'être titularisé en Ligue des Champions. Incapable. Voilà, et aujourd'hui c'est le cas. En septembre, je crois que c'est contre Angers, le mec au bout d'une demi-heure, il est mort, il est perdu sur le terrain. Bien sûr que techniquement, ça n'enlève rien à ses qualités techniques et de créativité. Ok, il apporte. Ok, en termes de contre-pressing, il est intéressant. Mais encore une fois, que pendant une demi-heure. Après, il est cramé, le mec. Donc, Rafinha, en plus, alors, il est dit dans l'article qu'il se plaît dans son cadre de vie parisien. Il sait, après un échange avec sa direction, que Paris ne compte pas sur lui. Donc le mec, il n'envisage pas du tout un départ. Il est tranquille, il est avec la bande des Brésiliens qu'il apprécie parce que, ah oui, il est humble, il rigole, il est mignon, il a appris le français en 15 jours. Waouh, c'est extraordinaire. Il parle français sur Twitter. Super. Mais mon gars, là, il est juste en train de profiter. C'est un Kurzababis, en fait. Donc, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Je suis dur avec Rafinha. Dans tous les cas, je prends aucun risque, puisqu'il va jamais revenir à son meilleur niveau, enfin, revenir à un niveau potable. Il va jamais apporter au PSG, parce que, il est cramé, tout simplement. Et on termine avec Sergio Rico. Sergio Rico, alors lui, pareil, c'est un petit peu la dictature des copains. Je ferai un petit parallèle avec Keylor Navas, qui sait très bien lisser, construire une très belle image vis-à-vis des supporters. Mais je pense qu'en interne, c'est pas du tout le même. C'est un très fin technicien, je pense, politicien, Keylor Navas. Bref, ça c'est encore autre chose. Lui, son salaire est trop grand. Ça, c'est évidemment un gros problème des indésirables du PSG. Le fait de les avoir surpayés, Sergio Rico qui n'en reste pas moins un gardien moyen. Donc, si on peut le faire partir, on a déjà eu l'occasion de le faire à Lille en fin de mercato dernier, mais au final, ça ne s'est pas fait. On s'y est peut-être pris un peu tard. Si on pouvait le placer autre part que au camp des loges, ce serait un petit peu cool, quoi, le petit Sergio Rico. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur lui. 17 minutes de vidéo, la première vidéo faisait 16. J'ai bien parlé. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve évidemment demain pour parler probablement du tirage au sort de la Ligue des Champions. Ciao les amis!